On va à l'Areka sous-marine, la cité mythique, la plus mythique. Mais le tremblement de terre est encore là. Est-ce qu'ils vont réussir à rejoindre cette cité? Chapitre 4. La route vers l'Areka sous-marine. Le matin avait la pâleur des nuits trop courtes, fit le tonobile dans la voiture. El tonobile, la voiture. Le matin avait la pâleur des nuits trop courtes, fit le tonobile d'Amin. Personne ne parlait vraiment. L'Ab, le père, Ab, tenait le volant comme on tient une barre au-dessus d'un courant, les mains fermes, les épaules droites, le regard fixe, loin. La mère était devant, les doigts posés sur la radio portative comme sur un talisman. Les autres étaient tassés à l'arrière. La tante gardait sur les genoux son panier, désormais plus léger, mais c'était moins une question de provision qu'une question de rituel. Tant qu'elle gardait ce panier, ils n'étaient pas des errants. Les panneaux bleus indiquaient l'Areka sous-marine, tunnel, 125 km. Fit la chaleur naissante du matin, dans la chaleur naissante du matin, on aurait dit un mirage. Le moteur ronronnait, régulier. On aurait dit que tout le pays avait décidé de partir aujourd'hui. On dirait que tout le pays a décidé de partir aujourd'hui, lança Abdallah. Peut-être que tout le pays a compris la même chose que nous, répondit l'Ab, le père. Oui, sauf les pigeons, ajouta Mohamed. Eux, ils volent gratos. Un rire étouffé secoua la banquette. La tante leva lentement les yeux sans dire un mot. Le silence revint rapidement, puis elle soupira doucement, ouvrit le panier et sortit un thermos. Quelques secondes plus tard, un parfum de menthe et de miel emplit l'habitacle. « Un peu de thé » demanda-t-elle. Personne ne refusa. « Et des macroutes, bien sûr. » Amine observa ce geste qu'il connaissait par cœur, sa façon de servir, sans se presser, sans un mot de trop, comme si elle posait un peu d'ordre sur les chaos du monde. Quand elle versait le thé, même le moteur semblait ronronner plus doucement. La radio grésilla. L'Areka désert, frontière fermée. L'Areka marine, évacuation complète. L'Areka sous-marine, accès limité mais encore ouvert. Les autorités demandent de rester calmes et de ne pas retourner filer maison. Dans les maisons, risque de réplique majeure. Elle abaissa le volume d'un geste sec. Baisse. Il vaut mieux garder nos forces pour la route. À travers la vitre, les collines brûlées du soleil défilaient, ponctuées de champs jaunis. Du goudron montait déjà une chaleur trop lourde pour la matinée. Une première file de tonobiles, de voitures, commença à ralentir devant eux, puis une deuxième. Elle serra le volant. Le père serra le volant. Ça commence. L'embouteillage, demanda Mohamed. Oui, et pas un petit. Les freins grinçaient, le moteur gémissait. Au loin, une longue ligne de métal bloquait l'horizon. Le père arrêta le tonobile, la voiture, coupa le moteur. On attend. Peut-être qu'en sortant à droite, proposa Mohamed. Le GPS ne marche plus, dit Abdullah. Aucun réseau. On peut prendre la prochaine sortie, longer par la petite route et revenir à la fin, insista Mohamed. Les frères opinèrent. Il a raison, on tente. Mais le père trancha. Là, non. On reste ici. Pas de raison que ça roule mieux ailleurs. Non se dit là en arabe et s'écrit L-A, lem, elif. Le L et le A se croisent pour rendre l'écriture plus jolie. Après un long quart d'heure, un drone les survola avec une voix métallique. Merci de laisser libre l'accès au tunnel. Restez dans vos véhicules. Hydratez-vous. S'ensuivit un grondement de sirène derrière eux. Des gyrophares bleus et oranges balayèrent la file. Des gens en chasuble, apparurent sur des motos légères, tapant sur les portières. « Espacez-vous, couloir de secours !» Les tonobiles, voitures, commencèrent à se décaler devant eux. Al-Ab, le père, se colla au bas-côté. 2 ambulances passèrent en crissant, suivies d'un camion de la protection civile et d'un 4x4 des autorités. Un souffle d'espoir traversa la file. On se redressa. On rangea vite les sacs. On crut sentir la file se remettre en marche. Puis le bruit décroît. Les gyrophares disparurent à l'horizon. Et tout redevint immobile. La tante, imperturbable, servit à une autre tournée de thé. Dehors,
Un vendeur ambulant passait entre les fils, criant d'une voix rauque. Fruits, figues, oranges, bananes, 3 pour 1 dinar. L'Ab, le père, lui fit un signe et prit un petit sachet d'orange. Le jus coula sur ses doigts. Amine, lui, regardait droit devant. Les tonobilettes, les voitures au pluriel, les tonobilettes commencèrent à ralentir devant eux. Puis une deuxième. Al-Ab, à perte de vue, plus loin, quelque part, fit ce ruban immobile, l'entrée de l'Areka. À quelques kilomètres derrière, une autre automobile commença à ralentir devant eux. Puis une deuxième. Al-Ab avançait, fit la même direction. Mais chez Jamal, l'ambiance était tout autre. Al-Ab conduisait, concentré mais tranquille. La mère, côté passager, surveillait les sacs et jetait un œil résigné au fil. Derrière, c'était le royaume des cousins, une rumeur de blagues, de chansons et de petits désordres. « Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi notre embouteillage. Temps d'attente estimé, 1 vie !» déclama l'un. « La file de gauche est réservée à ceux qui disent qu'ils sont pressés », enchaîna un autre. Le grand frère de Jamal, Abdel, leva les yeux au ciel, sourire au coin. Même le père eut un sourire, fit dans le rétroviseur. « Si vous continuez, je vous fais descendre, marcher. »« Marcher ? Sur l'autoroute ?»« Oui, ça ira plus vite, répondit le père hilar. La mère, secoua la tête, amusée. « Vous êtes pire que le tremblement de terre, vous. » El-Ab coupa le moteur. Dehors, des vendeurs passaient aussi entre les fils, paniers de fruits à la main. « Figues, raisins, de la fraîcheur, même fil à chaleur !» Abdel ouvrit la vitre, attrapa une poignée de raisins et en distribua à tout le monde. « Manger, ça donne du courage. »« Ouh, ça réveille la soif, répondit Jamal. T'as toujours quelque chose à redire, toi. »« Oui, c'est ma façon, dit Jamal. »« Oui, c'est ma fonction, dit Jamal, avec un sérieux comique. » Les rires éclatèrent. Un silence doux suivit. L'autoroute chauffait. Les tournobilettes, les voitures, scintillaient comme des miroirs. Même immobiles, les esprits avançaient un peu. Le temps sur l'autoroute changea de texture. Ce n'était plus du temps, c'était une matière épaisse qui s'étirait entre les tournobilettes, entre les voitures. Les familles sortaient, s'adossaient aux portières, partageaient de l'eau, des fruits, quelques phrases de consolation. Tournobilettes, des voitures, tournobilettes, mettaient la musique à fond et dansaient à même la route. D'autres restaient enfermés, fenêtres entrouvertes, tête posée sur les volants. Fut le tournobile d'Amine, dans la voiture d'Amine, la chaleur devenait lourde. Elle s'assoupit un instant, bras croisés. La mère, fixait toujours la radio, même muette, espérant un message qui dirait « Vous pouvez repartir », rien ne venait. La tante, elle, ne dormait jamais, vraiment. Elle observait les gestes qui disent si une famille tient encore debout. Puis, sans prévenir, elle reprit son thermos, le déboucha et remplit à nouveau les gobelets. « Le thé, dit-elle, c'est pour rappeler au cœur qu'il bat toujours. » Personne ne répondit, mais toutes les mains se tendirent, même celle du père réveillée par l'odeur. Après un long moment de silence, Abdallah leva son téléphone au-dessus de sa tête comme un marin cherchant une étoile. « Rien, pas une barre, pas de GPS non plus, » ajouta Mohamed. « On est complètement seuls, finit-il. »« Pas seul, corrigea la tante. Ensemble, c'est pas pareil. » Les mots tombèrent, doucement, comme un couvercle sur l'inquiétude. Le vendeur de tout à l'heure repassa avec un panier de dattes et de bouteilles d'eau, le visage brûlé de soleil, le regard clair. « Vous avez encore de la route ?»« On verra, répondit l'âme. Pour l'instant, on a surtout de l'attente. » L'homme hocha la tête, posa une date sur la vitre. « Prenez, elle vient du sud. Elle sait ce que c'est, la patience. » Amine mordit, fit la date, dans la date, au goût de miel, raffiné. Les yeux se perdirent, fit le reflet. Des pare-brises, et soudain, à quelques kilomètres, quelques tonobilettes, quelques voitures, de là, il la vit. Sarah. La tête penchée contre la vitre, foulard clair sur l'épaule, son baba au volant, concentré, sa à droite, sa mère, sa petite sœur de 17 ans, endormie. L'automobile blanche, la voiture blanche, semblait flotter, fit la chaleur, dans la chaleur. La gorge d'Amine se noua. Il voulut détourner le regard, mais n'y parvint pas.
Al-Abd, le père d'Amin, ralluma brièvement le moteur pour la clim. Ça ne tiendra pas longtemps, le carburant fond plus vite que la glace. Il balaya l'horizon du regard, pas de mouvement à l'horizon. Le grondement de quelques moteurs fit vibrer l'air. Une brise chaude entra, odorant les fruits et l'essence. Sarah leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Une seconde plus dense que tout le reste du jour. Un petit sourire timide, presque rien. Fit l'automobile de Jamal, dans la voiture de Jamal. On chantait maintenant des refrains anciens. Elle tapotait le volant. Un cousin battait la mesure sur le siège de devant. La mère, souriait franchement, oubliant pour un instant la radio, les valises, le reste. Si ça continue comme ça, on ouvre un mariage ici, lança le cousin. Et qui comptes-tu épouser sur l'autoroute? La liberté. Mauvais choix, dit Jamal en riant. Elle n'aime personne, la liberté. Les rires fusèrent. Jamal filma le ciel pour garder une trace du jour où la route s'est arrêtée. Le soleil montait haut, impitoyable. Fait le tonobile d'Amin, dans la voiture d'Amin, on avait fini le thé et les dernières dates. La tante agitait un éventail en carton, récupéré d'un mariage, et qui était resté dans la voiture. On va finir par griller, murmura Abdullah. On grillera tous ensemble, répondit Mohamed. Ou on devient des macroutes, risqua Amin. Des macroutes au gasoil, rectifia Al-Ab. Et les rires s'éteignirent vite. La chaleur gagnait. Vers 13h, une rumeur courut. Ça bouge! Tout le monde remonta. Moteur en cœur, klaxon en fête foraine. En fête maladroite. Al-Ab engagea la première. 1 mètre, 2, 3. Et tout se figea à nouveau. C'est reparti pour un marathon immobile, soupira la mère. Au moins, on avance, fit nos têtes, répondit le père. Amin se cala contre la vitre. Entre 2 camions, il jetait des regards discrets en direction de Sarah. Elle était là, le front appuyé contre la vitre. Le soleil traçait une ligne rouge, fit les cheveux qui dépassaient de son foulard. Puis leurs regards se retrouvèrent, plus longs, plus calmes, avec un léger sourire, un regard d'une intensité grave, comme si les mots seraient de trop. Amin baissa les yeux, chercha une bouteille, releva la tête, mais Sarah, elle, cherchait encore. Leurs yeux se croisaient et se fuyaient. Les heures s'étirèrent. Un vendeur revint, cette fois avec des sacs de glace fondus et des bouteilles tièdes. La tante en prit pour rafraîchir la nuque de la mère. Bois. L'ennui, ça déshydrate plus que le soleil. Le père regarde à l'horizon. Les véhicules de secours sont passés tout à l'heure, puis plus rien. Il y a dû avoir un accident à l'entrée du tunnel. Alors on attend, conclut Abdullah. Et ils attendirent. Les minutes devinrent des heures. Des enfants jouaient entre les portières des familles, partageaient leurs provisions avec des inconnus. Une solidarité étrange flottait, celle qu'on découvre quand tout s'arrête. Chez Jamal, cette longue après-midi prit des airs d'improvisation joyeuse. On déplia un drap pour l'ombre. On improvisa un mini-match entre les fils. « Si vous cassez un rétroviseur, je vous laisse ici !» prévient l'Ab. « Promis, on vise que les pare-chocs !» Al-Oum distribua du pain et du fromage. « Vous faites comme si on était en pique-nique. »« C'est un peu ça, répondit Jamal. Un pique-nique coincé entre 2 mondes. » Le grand frère regardait, satisfait. La peur reculait, remplacée par une habitude tenace. Du côté d'Amin, on observait la lumière changer sur les vitres. Les visages fatigués mais debout. Parfois, au loin, le foulard pâle de Sarah réapparaissait. Puis, depuis des heures, il fixait les mêmes silhouettes figées dans la chaleur. Les pare-brises étincelants, les reflets de phare immobiles, les passagers qui s'éventaient avec des cartes pliées. Puis soudain, une silhouette bougea, fit le champ de son regard, dans le champ de son regard. Al-Ab de Sarah venait de sortir de l'automobile blanc de la voiture blanche. Il claqua la portière doucement, leva les bras pour s'étirer, puis commença à marcher vers leur direction. Le cœur d'Amin se mit à battre plus fort. Il le regardait venir, le souffle suspendu. Et s'il avait compris, s'il avait remarqué ce regard, s'il allait lui dire quelque chose. Chaque pas du Ab de Sarah, du père de Sarah, résonnait comme un compte à rebours. Amin sentit sa gorge se serrer.
Il baissa un peu la tête, fit semblant de chercher quelque chose sous le siège, mais quand il releva les yeux, l'homme passa sans même tourner la tête. Il marchait tranquillement, le visage détendu, les bras ballants, comme un homme qui voulait simplement dérouiller ses jambes. Amine le suivit de regard. Il s'éloigna, remonta la file de tonneaux-billettes, la file de voitures, salua un conducteur, prit une grande inspiration d'air chaud, puis plus loin, il s'arrêta près d'un camion et resta là, à discuter avec d'autres hommes. Tous firent la même attente, dans la même attente. Les mêmes gestes, inutiles pour tuer le temps. Amine sentit son cœur redescendre lentement, battement après battement. Il soupira. Autour, le tonneau-billette vibrait d'impatience contenue. Les voitures vibraient d'impatience contenue. Mais lui, il se sentait soudain plus calme, presque lucide. Il sortit à son tour. L'air brûlant lui frappa le visage. Ses jambes se plaignaient d'être restées si longtemps pliées. Il fit quelques pas, juste pour s'étirer lui aussi, mais ses yeux savaient déjà où aller. Il se dirigea lentement, fit dans l'autre sens. Puis, du ruban de tonneau-billette, du ruban de voiture, qui descendait vers la mer invisible. Chaque pas sonnait trop fort, dans ses oreilles. Son cœur battait au rythme de la chaleur. 4 tonneaux-billettes plus loin, puis 3, puis 2, et la voilà. El Tonneau-Bill blanc, la voiture blanche. Sarah était là, fenêtre ouverte, le coude posé sur le bord, la tête tournée vers l'extérieur. Sa sœur à côté d'elle regardait son téléphone sans réseau, l'air distrait. Amine hésita un instant, puis il s'approcha, calmement, comme s'il passait simplement. Sarah le vit avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Un bref éclair fit dans ses yeux, à la fois étonné et heureux. Il se redressa un peu, elle se redressa un petit peu, repoussa machinalement une mèche sous son foulard pâle. « Salam » dit-il doucement. Sa voix était un peu plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu. « Alaykoum salam » dit-elle, fit dans un souffle. Il y eut un petit silence, fragile. La sœur de Sarah leva les yeux, observa la scène avec un regard entendu, puis replongea, dans son téléphone. « Vous êtes toujours bloqué ?» demanda Amine. « Oui. On n'a pas bougé d'1 mètre depuis ce matin, et vous ?»« Pareil. On dirait que le monde s'est arrêté juste avant la réca. » Sarah hocha la tête. Un sourire léger passa sur son visage. « Peut-être que cet embouteillage devait arriver, dit-elle en le regardant dans les yeux. Sa voix était calme, presque distraite, mais ses mots restèrent suspendus entre eux. Elle ajouta un instant. Elle joua un instant avec le bord de son foulard, puis ajouta plus bas. Sinon, on ne serait pas là. Un souffle de vent passa entre les tonneaux-billettes, entre les voitures, fit vibrer les antennes. Le temps sembla s'arrêter pour de vrai. Amine sentit son cœur se resserrer. Il voulut sourire, dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots se bousculèrent. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas de chance, mais enfin si, un peu quand même. Sa voix se perdit, dans un souffle. Il se sentit idiot, presque enfant. Sarah détourna le regard, comme si elle regardait avoir parlé. Ses doigts s'occupèrent du bord de sa manche, d'un pli invisible sur le tissu. Un silence tomba, embarrassé, trop lourd pour de jeunes gens qui n'osaient plus lever les yeux. Et c'est la petite sœur qui les sauva, amusée par leur silence gêné. Baba et Yima, papa et maman, Baba et Yima sont partis marcher. Ils reviendront, je pense, dans 10 minutes, lança-t-elle sans lever la tête. Sarah se raccrocha à cette phrase comme à une bouée. Oui, dit-elle, avec un petit rire nerveux. Ils tournent autour de l'autoroute comme des satellites. Amine rit à son tour, un rire timide, presque muet. Le genre de rire qu'on fait pour cacher un trouble. « T'as pas trop chaud ?» demanda-t-il pour dire quelque chose. « Si, mais je crois qu'on s'habitue à tout, même au soleil. »« Oh oui, sauf au silence. » Elle leva les yeux, un peu surprise par la sincérité de sa voix. « Tu parles beaucoup, toi ?» demanda-t-elle pour alléger. « Non, enfin, pas d'habitude. Mais là, j'avais peur d'oublier ma voix. » Sarah le regarda une seconde, vraiment cette fois. Il y avait, fit ses yeux,
une douceur un peu triste. Il y avait dans ses yeux une douceur un peu triste, comme si elle comprenait ce qu'il venait de dire sans qu'il ait besoin d'expliquer. « Tu ne l'as pas oublié, dit-elle simplement. Le silence revint, mais il n'était plus gênant. Il avait la légèreté de quelque chose qui vient de commencer. Puis sa sœur se retourna brusquement, tapant sur la cuisse de Sarah. « Papa, reviens !» Amine fait un pas en arrière, presque par réflexe. « Je devrais y aller. »« Oui. »« Inch'Allah, on se reverra à la Reka. »« Inch'Allah, si Dieu le veut. » Leur regard resta suspendu une seconde de trop, juste le temps que le vent soulève à nouveau le foulard de Sarah. Et fit ce léger mouvement, Amine sentit que cette minute resterait en lui longtemps. Amine prit une grande inspiration avant de se détourner. Il fit quelques pas sans se retourner, le cœur encore serré par ce qu'il venait de vivre. Ses jambes tremblaient un peu, comme après un sprint. Il se disait qu'il avait dit n'importe quoi, ou peut-être pas. Mais qu'importe, les mots étaient sortis, maladroits, bancals, sincères. Et c'était déjà beaucoup trop. Il avançait lentement entre le tonneau-billette, entre les voitures, sous le soleil couchant. L'air sentait le métal chaud, le sel, ou à la mer, et la mer. Il avait l'impression que tout le monde pouvait lire sur son visage ce qui venait de se passer. Alors il garda la tête un peu basse, les mains dans les poches, comme pour cacher son trouble. Arrivé près de leur tonneau-bille, près de leur voiture, il prit une seconde avant d'ouvrir la portière. Son reflet fit la vitre, lui renvoya un sourire idiot, fatigué, heureux. Il eut envie de se frapper le front. « T'es vraiment nul, tu sers à rien », murmura-t-il pour lui-même. Mais son cœur battait encore trop fort pour y croire vraiment. À l'intérieur, personne ne sembla remarquer son retour. El-Hebb, le père, lisait un vieux journal froissé, trouvé fine boîte à gants. El-Oum, la mère, les yeux mi-clos, faisait rouler distraitement son chapelet entre ses doigts. Les frères, étalés sur la banquette arrière, somnolaient, en silence, étouffés par la chaleur. Et puis il y avait la tante Ahlam. Elle leva les yeux sans un mot, juste le temps d'un regard, un regard tranquille, doux, presque amusé, un sourire en coin de lèvres. Une lumière fit dans les yeux, comme une lanterne posée sur un secret. Elle ne demanda rien, elle ne dit rien. Amine sut aussitôt qu'elle avait tout vu, ou pire encore, qu'elle avait tout compris. Mais au lieu de la gêne, il sentit une chaleur étrange l'envahir, comme un soulagement, parce qu'avec elle, il n'y avait jamais besoin d'expliquer. Il s'assit, referma la portière doucement. Le bruit du plastique chaud, des moteurs au loin, tout reprit sa place. Le monde redevenait normal et pourtant, à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ahlam lui tendit, sans un mot, une petite bouteille d'eau. Il la prit, la remercia d'un hochement de tête. Elle se contenta de répondre par un léger clin d'œil, presque imperceptible, le genre de geste qui dit « je sais ». Un je sais rempli de bienveillance. Alors il se cala contre la vitre, l'eau encore fraîche entre les mains. Dehors, la lumière du soir glissait sur le tonneau-billette, sur les voitures, comme une peau dorée, et fit dans ce calme suspendu. Amine sentit une certitude étrange. Il venait de vivre quelque chose d'infime, ou de gigantesque à la fois, Au-dessus de l'autoroute, le soleil commença sa lente descente. Le silence retomba, apaisé. Puis soudain, un mouvement, un coup de klaxon, puis un autre, puis un troisième. Devant, la première file de tonneau-billette avançait, lentement, très lentement. El-Hebb se redressa, le père se redressa, mit le contact. « Ça bouge, dit-il. » Les moteurs rugirent un à un, comme s'ils reprenaient vie après une longue apnée. Les familles se dépêchèrent de monter, fit le tonneau-billette dans les voitures. Des cris de joie, des soupirs de soulagement traversaient les fils. Le goudron vibrait à nouveau sous les pneus. La route se remit en marche, mètre après mètre. L'air chaud entra par les fenêtres entr'ouvertes, mais personne ne s'en plaignit. Il roulait enfin. El-Hebb, le père, fixait l'horizon, concentré. Sur le bas-côté, un panneau bleu indiquait « La Reka, 12 km », puis un autre, un peu plus loin,
10 kilomètres, et enfin 5 kilomètres. Le soleil descendait sur la mer, où la lumière se faisait douce et dorée. Elton-Obilette formait un long ruban de métal qui ondulait vers l'ouest. Les voitures formaient un long ruban de métal qui ondulait vers l'ouest. La tante Ahlam, toujours droite, posa une main sur son panier comme pour dire « on y est presque ». Amine, lui, regardait par la vitre, les reflets du ciel, les pare-brises, les silhouettes de Ness, de Jean, les visages fatigués. Tout semblait calme à nouveau, presque trop calme. Elton-Mobile prit un virage. Au loin, une ligne grise apparut. L'entrée du tunnel. Les lettres bleues du panneau luisaient faiblement sous la lumière du soir. L'Areka, tunnel sous-marin. El Ab sourit. Le père sourit, soulagé. Encore un peu, dit-il. Et fit le bruit des moteurs qui s'élançaient. Amine ferma les yeux. Il pensa à Sarah, à son sourire à peine tracé, au fond de lui, il sut que tout commençait à peine.